à la sortie de la prison avec pronostic et suivi post-carcéral des PV-VIH. Bonjour et un grand merci pour votre invitation avant toute chose. Donc, comme on l'a vu, le centre pénitentiaire de Guyane a une prévalence assez importante. On était à 3,9% de détenus infectés en 2014. On est plutôt sur une pente descendante, mais néanmoins, ça reste des chiffres qui sont quand même très conséquents, notamment dans certaines catégories de population telles que les personnes nées au Guyana, où là, on atteint le chiffre de 7%. Donc en moyenne, on se retrouve avec 45 à 50 personnes suivies pour le VIH en milieu carcéral tous les ans. Donc on s'est posé pas mal de questions sur cette problématique. D'abord le pourquoi, ce qui nous a amené à nous intéresser, comme nos collègues martiniquais, aux questions des prises de risques, des pratiques sanglantes, mais ce n'est pas l'objet de ma présentation. On a cherché à voir quel était le profil de cette population affectée par le VIH. Et surtout, on s'est intéressé à leur devenir à l'issue de l'incarcération, qui est un sujet un peu moins connu. Donc on a fait une étude de cohorte rétrospective qui a fait l'objet d'une thèse de médecine. Donc on a pris tous les patients je vais vous parler de la méthodologie après. L'objectif principal était de décrire le suivi médical et le pronostic des PV-VIH libérés entre 2007 et 2013. L'objectif secondaire était de décrire les caractéristiques socio-économiques et médicales de ces mêmes personnes. Donc on se situait avant les recommandations de traitement universel du rapport Morla de fin 2013, qui est important pour la suite. Donc tous les patients majeurs libérés ont été inclus, à condition qu'ils aient une durée d'incarcération supérieure à 30 jours. On les a recrutés, on a fait le recueil de données via les dossiers de l'UXA avec des recherches complémentaires dans les 3 hôpitaux de Guyane, également dans les registres de décès, c'est-à-dire l'état civil. On a couvert à peu près 80% du territoire guyanais. En fait, c'est une étude qu'on a pu faire en Guyane puisque le territoire est assez circonscrit, mais ça a été malgré tout un travail de fourmi. Donc on a pu inclure 147 personnes infectées par le VIH sorties de prison. Comme l'a dit Sylvie, je ne vais pas m'attarder, on a une population qui est très masculine sans surprise, avec des facteurs de vulnérabilité socio-économique majeurs, bien supérieurs à ceux des détenus tout venants. Des comorbidités très supérieures aux détenus tout venants et très superposables aux PV-VIH suivis à l'hôpital. Donc là, ça correspond à la dernière colonne, l'étude VESPA2. Et pour ce qui est des résultats virologiques, finalement, ces résultats étaient très favorables, avec un succès virologique supérieur à ce qu'on trouvait dans l'étude VESPA2. Les CD4 à l'entrée étaient aux environs de 400. Pas d'impact de l'incarcération sur le niveau de CD4. Par contre, en termes de succès virologique en intention de traiter, là, on avait clairement un très bon impact à l'issue de l'incarcération, avec un quart qui était virologiquement contrôlé et un peu moins de la moitié à la sortie. Je vous rappelle que c'était avant les dernières recommandations du Morla, donc tous les patients n'étaient pas sous traitement. On en avait à peu près 50% qui avaient été mis sous traitement. Pour ce qui est des données post-carcérales, on a pu documenter des événements post-carcéraux dans une très grande majorité des cas. On a un peu plus de 20% des cas où on n'a pas eu d'événements documentés. Et on s'est retrouvé avec 8,3% de décès, ce qui, de façon très surprenante, est complètement superposable aux données martiniquaises, puisque sur une cohorte, sur des données NADIS, ils étaient à 10%, c'est ça, 9% de décès, avec un recul de 10 ans. Donc on a des chiffres très similaires. Parmi nos 12 décès documentés, la moitié était imputable au VIH, ce qui nous donne un taux brut de mortalité de 34 pour 1000 personnes années. Alors c'est un peu austère comme chiffre, mais en fait, si on regarde de plus près, ça correspond quasiment à ce qui est décrit dans la littérature sur la mortalité pré-ARV. Donc c'est comme si c'était des personnes qui n'avaient jamais été mises sous trithérapie en termes de chiffres. Donc une surmortalité majeure chez les hommes. Chez les femmes, on n'observait pas le même phénomène. On s'est retrouvé donc avec une surmortalité qui était à peu près à 15 fois celle de la population masculine guyanaise en standardisant sur l'âge de la population. Donc vous voyez ici la courbe de survie, notamment celle de droite,
où on observe que parmi les PVVIH sortis avec moins de 200 CD4 par millimètre cube, la moitié était décédée dans les 3 ans qui suivaient la sortie. Donc même si l'effectif n'est pas très important, finalement, ça donne quand même des résultats qui sont tout à fait parlants. Pour ce qui est du retour dans le soin, alors, une petite majorité des patients étaient revenus en consultation spécialisée. Les autres avaient été rattrapés à l'issue d'une hospitalisation, voire d'une réincarcération. Le délai de retour dans le soin était long, médiane de 1,8 mois. Et ce qui était très surprenant, et en tout cas par son ampleur, c'est que les patients sous traitement ARV étaient vraiment revenus plus tôt, à un mois et demi, après la sortie, comparé aux patients sans ARV qui avaient mis plus de 9 mois à revenir dans le suivi. Vous voyez ici la cascade de soins dans les 4 ans qui suivent la sortie. Donc, somme toute, on est sur des chiffres assez médiocres. En termes de retour en suivi spécialisé, au bout de 4 ans, on reste aux environs entre 40 et 45% de patients suivis. Et le chiffre n'a pas tendance à s'améliorer avec le temps. Néanmoins, on observe une tendance à la hausse du succès virologique, du pourcentage de patients en succès virologique, mais ça reste quand même relativement médiocre. Tout ça, c'est des chiffres en intention de traiter. Quand on regarde les données publiées dans la littérature, on s'aperçoit qu'on est mauvais, mais les autres aussi. Donc, je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais en tout cas, voilà, ce qui est publié qui ressemble un peu à nos travaux, finalement se trouve dans des taux très très similaires à un peu moins d'un tiers ou autour d'un tiers de patients revus à 3 mois de la sortie. Alors dans la littérature médicale, on trouve quasiment rien après 6 mois. 3 à 6 mois, c'est vraiment le délai maximum. C'est ce qui faisait un peu l'intérêt de notre travail où on avait un recul assez important. Donc on a essayé de comprendre quels étaient les facteurs associés à un retour dans le soin après la sortie d'incarcération. On s'est aperçu que les patients entrés sous ARV finalement s'en sortaient beaucoup mieux comparé aux patients chez qui le traitement ARV avait été introduit en incarcération, qui eux-mêmes s'en sortaient encore mieux que les patients qui étaient sortis sous ARV, où là c'était assez catastrophique. Le fait d'avoir expérimenté une infection VIH avancée semblait aussi un élément protecteur favorisant le retour dans le soin. À notre surprise, le fait d'avoir été testé en incarcération récemment semblait très très péjoratif en ce qui concerne le retour dans le soin, avec des résultats très significatifs. Vous voyez ici la cascade de soins à 1 an, donc on retrouve ce dont je viens de parler. Les patients incarcérés sous ARV, finalement, s'en sortent pas si mal comparé aux autres patients pour qui soit le traitement ARV a été introduit durant l'incarcération de référence, soit sont sortis sans ARV. Dans la littérature médicale, un certain nombre de facteurs sont décrits comme favorisant ou au contraire entravant le suivi post-carcéral. C'est essentiellement des facteurs socio-économiques, le fait d'avoir un logement stable, le fait également d'avoir un aménagement de peine qui semble très favorable pour favoriser le retour dans le soin. L'âge avancé, dans une publication, était associé à un meilleur retour dans le soin. On a un travail qualitatif qui se poursuit encore, qui nous indique que le maintien des liens familiaux serait un élément important qui favoriserait le retour dans le suivi. Comme facteur péjoratif, on avait la consommation de drogue qui figurait dans plusieurs publications. Donc pour résumer, l'incarcération, c'est une formidable opportunité pour dépister des personnes à des stades peu avancés d'infection, pour dépister des profils particulièrement vulnérables, migrants, éloignés du soin. On peut s'attendre à ce que les résultats virologiques soient bons, voire excellents. Néanmoins, on se pose quand même la question de l'impact d'une annonce faite en milieu carcéral. On se demande vraiment si on est dans des conditions optimales. On n'a pas le dispositif d'annonce, on n'a pas recours à l'approche pluridisciplinaire telle qu'on peut l'avoir à l'hôpital. Donc voilà, est-ce que cette annonce intracarcérale pourrait avoir un impact péjoratif? En tout cas, nos travaux semblent aller dans ce sens. Par ailleurs, on est surpris
par la fréquence des ruptures de suivi et puis par la mortalité post-carcérale qui est majeure. Donc si on doit retenir quelques messages, le principal, c'est que la problématique carcérale est une problématique post-carcérale, que finalement l'approche biomédicale seule ne peut pas régler l'ensemble du problème qui est beaucoup plus complexe et d'où l'importance de préparer la sortie. Ce qui n'est pas une moindre affaire, ça nécessite un vrai travail pluridisciplinaire, puisqu'on doit s'intéresser aux aspects addictologiques, à la prise en charge en santé mentale, au droit au séjour des étrangers malades, qui est un énorme problème en Guyane, qui est un vrai casse-tête, aux solutions d'hébergement. Il faut éviter les sorties sèches si on peut, en travaillant avec le SPIP, le service de probation et de réinsertion, pour organiser ces sorties, avec des aménagements de peine quand c'est possible. Et bien entendu, il faut délivrer des traitements ARV avec des durées prolongées. Avant ces travaux, on délivrait 1 semaine de traitement. Donc autant dire qu'ils étaient tous en rupture. Donc si on peut, il faut vraiment délivrer 2 mois, voire 1 mois, si la pharmacie hospitalière nous l'accorde. Voilà, en guise de conclusion, cette cohorte rétrospective fait partie d'un travail à plus large échelle qui est piloté depuis l'Australie. C'est un projet qui s'appelle MERIC. On a poolé 21 cohortes rétrospectives de sortants de prison pour essayer d'avoir un peu plus de données sur la mortalité post-carcérale. Je vous remercie pour votre attention. Alors, on se prend quelques minutes pour des questions. Sylvie, si tu veux revenir au pupitre. Bonjour et bravo pour vos 2 présentations. Je voulais avoir juste une idée, j'ai une petite idée en moi-même, mais en termes, est-ce que vous pouvez évaluer tout ce qui concerne les prises de risques en prison et leurs conséquences en termes de contamination, par exemple? Je crois qu'elles existent, elles sont difficiles. En termes de relations sexuelles, c'est vrai que la problématique HSH est vraiment très difficile en milieu carcéral. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec certains collègues. On se demande si c'est pas le fait que, en tout cas pour la Martinique, ce soit criminalisé dans les îles voisines, qui fait qu'il y a vraiment réticence à parler de tout ce qui est relations entre hommes. Après, sur les tatouages, on essaye de faire des actions dans nos prisons. Mais sur l'étude qu'on a eue sur les 5 ans, sur les 5 dernières années, on a eu, alors qu'on a très peu d'hépatite C, on a eu une transmission d'hépatite avec quelqu'un qui avait pris soin, et ça lui avait pris beaucoup de difficultés pour emmener une aiguille stérile, sauf qu'il l'a donnée 48 heures avant au tatoueur. Donc il y en a eu... Après, en termes de tout ce qui est soins, coiffeurs, on essaye de faire des formations pour éviter tout ce qui peut être transmission, mais il y a un énorme travail à faire. Moi, je vais répondre pour la Guyane. On a donc les résultats d'une étude CAP qu'on est encore en train d'analyser, mais qui sont assez intéressants. La problématique de réduction des risques n'a rien à voir avec ce qui est décrit dans la littérature, n'a rien à voir avec ce qui préoccupe dans les prisons des pays occidentaux. On n'a pas d'injecteur. Par contre, on a énormément de pratiques sanglantes. Donc il y a les bouglous. Nous, on est à 68% des détenus qui disent porter des bouglous. Donc, enfin, les bouglous, c'est les implants péniens. Désolée, c'est passé dans le langage courant nous concernant. Donc ces implants, ces morceaux de brosse à dents que les détenus s'insèrent dans le pénis. Donc ça, c'est extrêmement fréquent en milieu carcéral. Nous, on a 15% de complications, d'après les récits des détenus. Donc pratique sanglante pour la pose des implants péniens. Et on a également beaucoup de tatouages, piercings. On est à peu près à 20% des détenus qui disent s'être fait tatouer ou percer pendant une incarcération en cours. Et là encore, dans des conditions un peu plus artisanales. Pour ce qui est des relations sexuelles, alors nous, les détenus, nous décrivaient pas beaucoup de relations homosexuelles, peut-être parce que le questionnaire était en face à face.
Par contre, ils nous ont parlé des relations sexuelles intracarcérales qui en général n'étaient pas protégées et la plupart du temps au parloir. Et une grosse réticence à utiliser le préservatif parce qu'ils n'osent pas les demander, notamment pour ne pas être accusés d'être homosexuels. Voilà pour ce qu'on en sait de la Guyane. Merci Sylvie et Florence. Par rapport à la sortie, je me demandais en Guyane, finalement, le nombre de détenus que vous avez est peut-être important par rapport à la population, mais il est quand même somme toute limité. Si vous aviez le type d'expérience qu'on peut avoir, comme par exemple Marc-Antoine Valentin que tu connais, qui consulte à la fois à la prison et évidemment qui travaille dans le service. Avec ce côté suivi, venez me voir, il a eu l'habitude, etc. On voit bien que c'est la préparation à la sortie, mais que c'est surtout cet accompagnement, parce que effectivement, on n'est pas en prison n'importe qui, c'est des gens fragiles. Et globalement, il avait, bon, il en parlera en direct, mais il avait évalué, c'est pas mal comme prestation. Je me demandais si vous aviez des expériences comme ça, parce que effectivement... C'est tout le problème de la rupture de tout. Hein. Oui, et puis il y a une espèce d'avidité affective, enfin ils sont dans un vide existentiel, donc l'accroche thérapeutique est extrêmement puissante. Enfin moi je trouve que c'est une pratique vraiment très particulière et très puissante à ce niveau-là. Donc oui, moi j'ai l'impression d'être leur maman, clairement. Donc ce lien est très important. Après, là j'ai récemment diminué mon temps hospitalier et j'ai beaucoup de mal à les voir après leur sortie parce qu'ils sont pour beaucoup dans l'incapacité de suivre un rendez-vous. Ce qui est aussi un gros problème. Il faut vraiment énormément de souplesse dans la pratique, énormément de finesse aussi dans la relation, qui est essentielle, mais qui n'est pas sans poser de problème, notamment dans un cadre hospitalier un peu rigide. Clairement, c'est des patients qui ont du mal à rentrer dans le moule. Vous avez présenté. Je vais savoir si, premièrement, est-ce que la durée de l'incarcération a un impact sur le suivi et comment on mesure vraiment ce suivi? Parce que est-ce qu'ils reviennent à l'unité d'incarcération pour le suivi ou est-ce qu'ils vont ailleurs? Est-ce qu'il faut enquêter sur d'autres structures? C'est-à-dire, quelle est finalement l'exhaustivité des données de suivi du fait de la pluralité potentielle, peut-être limitée évidemment à Cayenne, des sites de suivi? Alors pour la première question, sur la durée d'incarcération, on n'a pas trouvé d'impact, si ce n'est pour les nouveaux dépistés, où là, on a vu qu'un nouveau dépistage récent était péjoratif pour le suivi ultérieur. Mais sur la durée, non, on ne trouvait pas de lien. Pour ce qui est des sites de suivi, alors la majorité de la population en Guyane est concentrée sur le littoral où se situent les 3 hôpitaux, donc Cayenne, Saint-Laurent, Kourou. Néanmoins, aussi, on a également des centres de santé en périphérie. L'avantage, c'est que finalement, le territoire est vaste, mais avec peu de sites de prise en charge. C'est ce qui nous a permis de faire ce travail en Guyane, alors que ça n'aurait pas forcément été possible ailleurs. Donc oui, on a a priori des données relativement exhaustives, si ce n'est qu'on a une certaine proportion des détenus qui sont repartis dans leur pays d'origine, qui ont été reconduits, notamment des orpailleurs brésiliens. Donc ceux-là, on les a probablement perdus. Pour la Martinique, on a à peu près 70% de suivi. je crois que c'est un peu plus de 10% suivis ailleurs. Et pour les 60%, 59 ou 60% qui sont suivis, la plupart le sont en milieu carcéral. Et il y a beaucoup ont comme... C'est une population qui est relativement précaire. En fait, c'est des incarcérations qui sont courtes et répétées. Pour la prison de Martinique, on avait une incarcération qui était en médiane de 9 mois, donc des incarcérations courtes. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à... Enfin, moi, j'ai commencé avec le dossier Nadis comme ça, parce qu'en fait...
Un coup, ils étaient aux urgences, donc on leur faisait un bilan dans l'urgence et on les reconvoquait dans le service de maladies infectieuses, mais en fait, ils ne venaient pas chercher leurs résultats parce qu'ils étaient réincarcérés. Et en fait, pour avoir le lien d'un bilan fait dans un endroit et pouvoir leur donner les résultats dans l'autre, c'est comme ça qu'en fait, en 2004, on avait mis Niadis pour les personnes infectées par le VIH. C'est une catégorie de patients qui est décrite dans la littérature médicale, hein, alors je ne sais plus le terme, c'est triple burden ou quelque chose comme ça, toxicomanie, SDF, sans-abrisme, réincarcération multiple, avec comme ça des cycles de réincarcération très courts. Alors nous, curieusement, on n'a pas trouvé de facteur favorisant crack, alors qu'on s'attendait à le trouver. Donc une des hypothèses qu'on a évoquées, c'est que finalement ça a un effet protecteur puisqu'on les remet dans le soin, on leur redonne un peu de traitement. Mais bon, tout ça c'est hypothétique, mais c'est intéressant néanmoins. Merci. Merci de votre intervention, parce que je suis de la Guadeloupe moi-même, j'y ai travaillé il y a une vingtaine d'années. Et la question, elle persiste, hein, cette prévalence extrêmement élevée du VIH notamment. Alors la question que j'ai envie de vous demander dans les études que vous avez faites, est-ce que sur le plan des structures familiales, vous avez remarqué notamment une prédominance de cas chez des familles monoparentales? Est-ce que c'est un problème qui peut expliquer notamment cette difficulté, notamment à la sortie? Votre intervention à vous. Est-ce que d'une façon générale, pour tout ce qui est toxicomanie, et la question plus générale que je me suis toujours posée, c'est est-ce qu'on a conscience au niveau des autorités politiques que c'est un vrai problème de santé publique? Est-ce qu'en fait vous êtes aidé? Parce que je vois ce que vous faites est remarquable, mais est-ce que vous êtes aidé au niveau, j'allais dire, politique, organisationnel, enfin Alors, pour ce qui est, je vais commencer à répondre, pour ce qui est des structures familiales. Personnellement, ce qui me frappe beaucoup, c'est les histoires stéréotypées de migration qui tournent mal, avec des jeunes donc, qui arrivent avec leur famille hein, en Guyane, à des âges très jeunes, hein, dans l'enfance, puis des histoires de rupture familiale, éventuellement des histoires de violence familiale, des histoires de placement, et par-dessus, on ajoute la toxicomanie et le VIH. Donc on a l'impression que le VIH est finalement un épiphénomène qui vient en bout de course après un parcours de vie très chaotique et qui a commencé très tôt. C'est vraiment ce qui me frappe dans la patientèle que je rencontre en milieu carcéral. Par rapport aux familles monoparentales ou pas, là j'aurais du mal à répondre. Par rapport à l'ampleur et la prise en charge politique du problème, je crois que c'est votre deuxième question, entre 2013 et 2016, on a plus de 5% de la file active de Guyane qui est passée par la case prison. On doit être entre 5 et 7%, je n'ai pas le chiffre exact. Donc ce n'est pas un problème qui est marginal du tout. On parle d'un sédiment de patients qui concerne les gens, les personnes les plus difficiles à suivre, les plus enclins aux ruptures de suivi. Donc en effet, c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique en termes de santé publique aussi, puisqu'on a régulièrement des transmissions qui se font documenter à l'issue d'une libération. Après, là, ces travaux, on commence à les sortir, à les publier. L'ARS nous soutient. On a un financement pour un gros projet de préparation à la sortie. On a un financement par la MILDECA nationale aussi. Donc, je dirais que les structures nous soutiennent, mais il faut sortir de la donnée, il faut les publier, il faut se battre. Après, le facteur le plus frustrant à notre niveau, c'est tout ce qui est accès au droit, où là, finalement, on est dans des impasses administratives. On crée des NINI. Les NINI, c'est les ni expulsables, ni régularisables, avec des situations absolument dramatiques. Le plus emblématique, c'est un patient qui est mort sans domicile en sortant de prison après s'être retrouvé donc à la rue, dialysé, infecté par le VIH, infecté par une hépatite B. Donc on imagine dans quelles conditions. Et avec une interdiction de séjour, bien entendu, sinon ce serait plus drôle. Donc voilà, pour moi, l'aspect administratif, l'aspect légal, avec un durcissement des lois sur l'immigration, avec de plus en plus souvent des refus d'attribution de cartes de séjour pour soins aux anciens détenus, ça, c'est un vrai problème. Et là, on ne se sent pas du tout entendu. Merci toutes les deux. Merci Florence Hubert, merci Sylvie Abel. On va passer maintenant, on va changer
d'espace. On va se situer sur les différents territoires de la Guyane. Émilie Monnier, médecin infectiologue au CHU de Cayenne, en charge